Bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer le septième CM de géographie de la population avec, donc qui porte sur la transition urbaine et on va regarder en deuxième partie la question du développement des mégapoles. Donc on va commencer par regarder l'aspect démographique, de ce développement des mégapoles avec déjà le nombre d'habitants et ce développement des mégapoles, c'est la conséquence de la transition urbaine, hein. Donc je vous rappelle, hein, le passage d'une société majoritairement rurale à une société majoritairement urbaine. Et qu'est-ce qu'on définit comme une mégapole? Une mégapole, c'est une agglomération de plus de 10 millions d'habitants. Et ça, c'est une définition donnée par l'ONU en 1970. Les mégapoles sont apparues au milieu du XXe siècle et en 2015, on comptait 28 mégapoles. Donc 28 agglomérations de plus de 10 millions d'habitants. On va regarder, sur cette carte du laboratoire Géopolis, donc qui essaie d'harmoniser, hein, les données à l'échelle nationale, hein, c'est ça qui est intéressant et on voit la prédominance de l'Asie, ce qui en soi n'est pas surprenant puisque c'est le foyer de peuplement majeur. Donc c'est pas surprenant que, ce soit également l'endroit où les mégapoles les plus importantes sont concentrées. Alors, la question du classement, de la taille des villes, c'est un problème qui est assez complexe et les décomptes nationaux sont pas toujours fiables, ils prennent pas en compte les mêmes choses et en fait, c'est pas facile de trouver la ville la plus peuplée. Là, je vous ai mis 3 exemples, hein, en cherchant très rapidement, classement des villes et vous voyez à chaque fois, ce ne sont pas forcément les mêmes villes qui apparaissent en tête et ça se peut s'expliquer, déjà pour une première raison, c'est la différence entre une définition administrative, on va dire la municipalité même, hein, ou une définition morphologique. C'est-à-dire, ça va intégrer toutes les villes qui sont dans la continuité du bâti. Donc, peut y avoir parfois plusieurs villes millionnaires, en fait, qui sont, les unes à côté des autres avec une continuité du bâti. C'est le cas, des mégalopoles, des conurbations, par exemple, si ces termes, vous parlent. Et en gros, en fonction de la différence entre, vraiment la commune même, enfin, en France, ce serait la commune, c'est la municipalité même et le fait qu'on inclut plusieurs municipalités, bah, ça fait des grandes différences. On peut regarder l'exemple de Shanghai. Shanghai, si vous regardez le classement de l'ONU, elle est à peu près à 23 millions d'habitants en 2014 et si on regarde le classement du laboratoire Géopolis, on voit 80 millions d'habitants en 2010. Donc c'est vraiment une différence extrêmement importante. Bah, la différence, c'est qu'il y en a un, celui de l'ONU qui prend en compte que la municipalité de Shanghai, donc reconnue administrativement, hein, qui est reconnue par l'État chinois comme une entité distincte, alors que l'autre prend en compte l'agglomération, on va dire, morphologique de Shanghai, dont l'étalement urbain a absorbé plusieurs municipalités importantes comme Macao, Shenzhen ou Hong Kong. Donc voilà, le classement des villes, c'est quelque chose, où il faut faire attention et c'est normal que vous en trouviez plein de différents. On va regarder les densités, parce que la croissance de la population, hein, en chiffres absolus, ça conduit aussi à une augmentation des densités et on va se concentrer sur, la ville du Caire. La ville du Caire a connu une croissance vraiment exceptionnelle, puisqu'elle est passée en 1930, la ville de Caire, c'était 1 million d'habitants. En 2000, c'était 10 millions d'habitants et en 2020, 20 millions d'habitants, enfin même un peu plus. Donc vraiment une augmentation très forte de la population qui se traduit par une forte densité, environ 20 000 habitants au kilomètre carré. Alors maintenant, on va s'intéresser, cette forte densité, sous quelle forme, est-ce qu'elle va se voir, en tout cas comment elle va s'exprimer? Elle va s'exprimer de plusieurs manières. Déjà, cette forte densité, elle peut se traduire par l'étalement urbain. Si on regarde ces photographies, sur la croissance urbaine du Caire, vous pouvez voir, par exemple ici, plus c'est foncé, plus c'est ancien et on voit vraiment que la ville s'est étendue de manière extrêmement importante et même si la qualité de l'image peut laisser à désirer, ici vous avez, une photo aérienne 1965-1998, vous voyez aussi que ça s'est étendu, la tâche urbaine est plus importante. Donc l'étalement urbain, hein, la ville s'agrandit, elle occupe plus d'espace. C'est, une première conséquence de la croissance démographique. Si, on a des espaces, par exemple, les pyramides de Gizeh, le Sphinx, qui avant étaient loin, hors de la ville, qui
enfin je pourrais pas vous les situer, mais qui étaient hop, qui étaient là, donc ici hors de la ville, qui s'arrêtaient là, sont désormais rattrapées par l'urbanisation, hein. Vous le voyez ici, en vue aérienne ou même, en photographie, elles sont presque entourées par la ville maintenant. Donc ça, c'est le premier aspect, l'étalement urbain. Ensuite, bah, cette augmentation de la densité, elle s'appuie sur une densification de l'espace urbain, avec une conquête de tous les espaces disponibles, de tous les interstices, de la ville. La densité, en fait, elle est telle que vraiment on va essayer d'utiliser tous les espaces et par exemple, on constate dans la ville du Caire la construction de logements sur les toits. Mais ce sont des logements, mais ça peut être aussi, des lieux où on peut pratiquer de l'élevage, de l'agriculture. Il y a du bétail, sur les toits, par exemple, des poulaillers. C'est aussi un espace de sociabilité. Puisque, bah, il y a des habitations, il y a aussi des lieux de rencontre. Des fois, les enfants vont jouer sur les toits parce que c'est moins dangereux que de jouer dans la rue. Il y a Marie Piessa qui a travaillé là-dessus, qui a écrit sa thèse et plusieurs, articles dessus, qui montrent vraiment que, les toits terrasses au Caire révèlent vraiment des pratiques d'adaptation, aux dynamiques urbaines. Et puis dans l'idée de coloniser tous les interstices, il y a aussi, bah, par exemple la Cité des Morts, qui est donc un cimetière, hein, à l'origine, c'est l'ancienne nécropole du Caire, qui abrite désormais un très grand bidonville. Alors on reparlera des bidonvilles, c'est difficile d'avoir des chiffres précis, mais on estime autour de 500 000 personnes en 2014. Donc voilà, là vous avez, quelqu'un qui dort, au milieu de la nécropole. Il y a des logements, enfin, plus ou moins précaires qui ont été installés, au milieu de la Cité des Morts. Et puis, autre, traduction, hein, dernière traduction de la densité, c'est la verticalisation des espaces, qui est rendue possible par l'enrichissement progressif des mégapoles. Et la verticalisation du Caire, elle s'est faite, elle, à partir des années 80, avant, d'autres, mégapoles, on va dire, de pays émergents comme, Lagos, Manille ou Delhi. Elle a été assez ancienne et elle concerne des immeubles de taille moyenne, on va dire 5 étages environ, y compris pour de l'habitat défavorisé. Et la verticalisation entraîne de fait une augmentation de la densité. Alors la croissance des mégapoles, elle est très importante et elle est rarement planifiée, notamment dans les pays en développement et les pays émergents. Et l'urbanisation informelle représente par exemple la moitié de la surface bâtie du Caire et plus de 65 de la population. Donc ça représente une part très importante. Voilà, je termine sur, l'exemple du Caire et là je regénéralise, hein. Heu, Ce qu'on voit quand on regarde les trajectoires urbaines des grandes villes, c'est qu'après une forte phase de croissance, il y a un ralentissement puis une stabilisation. Ça, c'est ce qu'on a observé sur les mégapoles, qui justement, il y a enfin celles qui se sont stabilisées. Pourquoi il y a ce ralentissement puis cette stabilisation? C'est parce que les grandes agglomérations, elles permettent des économies d'échelle, c'est-à-dire, hem, enfin les services sont plus accessibles et tout ça. Bah, ces améliorations, elles deviennent moins intéressantes parce qu'il y a des contraintes qui vont être ajoutées du fait de leur taille. Par exemple, l'augmentation des prix du foncier, la congestion, les embouteillages, la pollution. Et puis, concrètement, selon le lieu, les possibilités d'étalement urbain ou de densification sont limitées au bout d'un moment. Et une fois que, les mégapoles, connaissent un ralentissement de leur croissance, on observe une décentralisation de la croissance urbaine au profit des villes intermédiaires qui se développent ensuite à leur tour. Donc voilà pour les trajectoires urbaines. On va voir maintenant alors, des puissances économiques, ça je l'ai pas mis en noir, il aurait fallu. On va s'intéresser à en quoi ces mégapoles sont des puissances économiques en regardant déjà, le produit urbain brut. Le produit urbain brut, qu'on appelle le PUB aussi, c'est l'équivalent du PIB pour les États, hein, le nom, est assez clair, mais adapté aux agglomérations. Cet indicateur, il mesure la richesse donc produite par une ville et cet indicateur, il a été créé parce que la population d'une ville, ce n'est pas un indicateur suffisant pour mesurer sa puissance et bah, on a voulu mesurer la puissance des villes
Et ça se voit effectivement, c'est ce qu'on a dit, hein, il y a de nombreuses villes dans les pays émergents ou en développement, dont une partie de la population vit dans des bidonvilles. Donc on s'est intéressé à un autre aspect puisque, la question de la puissance économique, était en partie décorrélée de la population. Et ce classement, là, est absolument fascinant. C'est un classement, on va dire, des entités économiques. Donc dans le même classement, vous avez des pays, des agglomérations et des entreprises. C'est les 3 couleurs, hein. Vous avez les pays en noir, les villes en orange et les entreprises en bleu. Et ce qu'on voit, c'est que, les agglomérations sont nombreuses à être dans le classement, hein, des 100 plus grandes, entités économiques, on va dire. Et Tokyo est la ville, qui est, on va dire la mieux classée, qui produit le plus de richesses et ce serait la 14e puissance économique mondiale. Devant, des pays comme, voilà, vous pouvez regarder l'Arabie Saoudite, le Canada, l'Espagne ou la Turquie. Voilà. Donc ça montre la puissance, importante des unités urbaines. Alors on voit dans ce classement une majorité de villes des pays anciennement industrialisés comme, Tokyo, New York, Los Angeles, Londres, mais on voit aussi apparaître le développement des mégapoles, des pays à l'industrialisation plus récente comme Séoul, Shanghai, Beijing. Voilà, je trouvais ça assez intéressant. Alors bien sûr, la critique qu'on peut faire, c'est la même que celle pour le PIB, hein, prise en compte seulement de la richesse produite, heu, ça déjà ça prend pas en compte beaucoup de choses et puis il y a une variabilité des chiffres comme, par exemple, les cours de la finance qui sont volatiles, qui évoluent. Et enfin, je voulais, m'arrêter un peu sur le terme de ville mondiale, qui est un terme, qu'on retrouve, souvent. C'est un terme qui a été, popularisé par Saskia Sassen, qui est une sociologue et une économiste américaine dans, son ouvrage Global City de 1991. C'est un terme qui est utilisé pour désigner les mégapoles qui sont au sommet de la hiérarchie urbaine mondiale. C'est-à-dire qui sont, capables de commander l'économie mondiale, qui concentrent les pouvoirs centraux, des entreprises et de l'économie mondiale. Les villes les plus puissantes, on peut dire de certaine manière, qui sont intégrées, à l'économie mondiale de manière vraiment importante, qui sont leaders dans l'économie mondiale. Alors si ça en intéresse certains, je vous ai mis, le nom, d'un article justement qui résume, son concept. Et au moment de l'écriture de son livre, donc en 1991, Saskia Sassen, elle distingue 3 villes mondiales: Tokyo, Londres et New York, puis elle ajoute Paris, peu après. Heu, alors maintenant ces 4 grandes villes mondiales, heu, même si elles sont incontestablement des villes mondiales, on peut contester, cette liste avec le développement de d'autres grandes métropoles, de certains pays émergents qui pourraient entrer dans ce classement. Et voilà, c'est intéressant de voir, parce qu'il y a plusieurs alors je viens de voir que j'ai fait une faute, Sassen, ça s'écrit avec un seul N, pas avec 2. Voilà, désolée. Et donc voilà, un concept, intéressant, pour mesurer la on va dire pas seulement la puissance en termes de puissance enfin de PUB justement, mais que ça prend en compte d'autres dimensions avec l'intégration au marché mondial, avec les places financières et les échanges internationaux de marchandises, d'informations, de capitaux, qui les déconnectent de leur arrière-pays et les connectent plutôt au reste du monde. Voilà pour la question des mégapoles. Je vous retrouve, pour parler des conséquences et des défis de l'urbanisation dans la prochaine vidéo.